Ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang. Deux histoires de spéléologie qui ont mal tourné, où l'obscurité souterraine est devenue un piège mortel. La première histoire est particulièrement troublante. Un homme va passer 36 jours complets dans un labyrinthe souterrain, au bord de la folie et de la mort. Imaginez-vous perdu dans l'obscurité totale, sans repère, sans espoir. C'est exactement ce qui est arrivé à notre premier protagoniste. Le 20 décembre 2004, dans le petit village de Matron, dans le sud-ouest de la France, Jean-Luc Joséa, un homme de 47 ans, quitte son domicile sans un mot pour sa femme et son fils de 15 ans. Depuis des mois, la dépression le ronge de l'intérieur comme un poison silencieux. Ce soir-là, il monte dans sa Land Rover, glisse une bouteille de whisky et un flacon de somnifère dans sa veste, puis prend la direction des collines calcaires qui dominent le village. La nuit tombe quand Jean-Luc gare son véhicule devant l'entrée béante d'une ancienne champignonnière creusée dans les grottes souterraines. Il reste un moment immobile dans le silence, puis allume sa lampe torche et sort, laissant la portière ouverte derrière lui. Il s'enfonce dans les galeries souterraines, la bouteille de whisky à la main. Ce que Jean-Luc ne réalise pas, c'est qu'il vient de pénétrer dans un véritable cauchemar. Cette ancienne champignonnière n'est pas une simple caverne, mais un labyrinthe souterrain gigantesque, creusé à l'origine comme mine de craie. Les tunnels s'étendent sur près de 9 km sous les collines, un dédale déconcertant de couloirs aveugles, de passages tortueux et d'impasses taillées dans le calcaire. Jean-Luc s'enfonce plus profondément dans les ténèbres, tournant à gauche, puis à droite, sans destination précise. Sans carte ni système de guidage, il est complètement perdu en quelques minutes seulement. Les tunnels souterrains se ressemblent tellement que lorsqu'il tente de rebrousser chemin, impossible de savoir s'il refait ses pas ou s'il s'aventure plus profondément dans le labyrinthe. Mais le pire arrive. Au bout de quelques heures, les piles de sa lampe torche commencent à faiblir. Le faisceau devient de plus en plus faible à chaque minute qui passe, jusqu'à ce qu'il s'éteigne définitivement, plongeant Jean-Luc dans une obscurité absolue. Sans lumière, son sens de l'orientation disparaît instantanément. Il continue d'avancer, les mains tendues, tâtonnant le long des murs froids et humides. Le sol sous ses pieds devient de plus en plus boueux. Dans un couloir particulièrement vaseux, la terre se transforme en un bourbier épais qui colle à ses chaussures. Quand il tente de faire un pas de plus, les deux chaussures sont aspirées par la boue avec un bruit sourd et imperceptible. Voilà Jean-Luc pieds nus, continuant à trébucher dans l'obscurité totale. La température dans les grottes reste constante à 12 degrés Celsius, assez fraîche pour être inconfortable pour un homme sans vêtements appropriés ni abri. Ses doigts glissent le long des parois calcaires rugueuses, tandis qu'il cherche désespérément un indice vers la sortie. Chaque couloir mène à un autre, identique dans son obscurité, indiscernable dans ses virages et détours. Jean-Luc croit fréquemment reconnaître un virage particulier ou une texture dans le mur, pensant être revenu à un endroit précédent, seulement pour découvrir qu'il se trouve dans une section encore inconnue du labyrinthe. Cette fausse familiarité est cruellement trompeuse. Alors qu'il croit faire demi-tour vers l'entrée, il s'aventure en réalité plus profondément dans les entrailles du réseau souterrain. Durant les premières 24 heures, la confusion initiale de Jean-Luc se transforme en panique montante. L'hippocampe humain, cette région primitive du cerveau équipée de millions de neurones conçus pour créer des cartes cognitives de notre environnement, devient inutile dans l'obscurité absolue. Sans indice visuel ni repère, l'équipement de navigation de son cerveau échoue complètement. Son sens du temps commence également à se déformer. Sans lumière du jour pour marquer le passage des heures, le sentiment d'être désespérément perdu s'intensifie à chaque pas. Ce qui rend sa situation particulièrement affolante, c'est la sensation de tourner en rond. Pourtant chaque tentative de correction de trajectoire ne semble que l'entraîner plus profondément dans le labyrinthe souterrain. Au troisième jour, la faim et la soif deviennent les préoccupations principales de Jean-Luc. Son whisky est épuisé et il n'a jamais avalé les somnifères. Désespérément assoiffé, il découvre que l'eau goutte parfois du plafond calcaire. Il se positionne sous ses robinets naturels, attrapant les précieuses gouttes sur sa langue. Quand l'égouttement est trop lent, il presse sa bouche directement contre les parois de la grotte, suçant l'humidité de la pierre poreuse. Son estomac se contracte de vide. Après presque une semaine sous terre, Jean-Luc commence à s'adapter à ces circonstances. Rampant à quatre pattes dans l'obscurité, il fouille le sol comme un animal, trouvant des substances qu'il peut consommer. Il mange de l'argile du sol du tunnel et ronge des morceaux de bois pourris laissés par les champignonniers. Le matériau est à peine digestible, mais calme la douleur rongeante dans son estomac. Le sommeil vient par à-coups dans ce monde sans lumière. Jean-Luc découvre de vieilles bâches en plastique abandonnées par les champignonniers et s'y enroule pour se réchauffer, créant un nid dans un coin relativement sec du labyrinthe. Sans les rythmes du jour et de la nuit, ses habitudes de sommeil deviennent erratiques. Parfois il se blottit pour ce qui lui semble être des minutes, seulement pour se réveiller avec l'impression que des jours ont passé. Au fur et à mesure que les jours s'étirent en semaines,
l'état psychologique de Jean-Luc subit des transformations remarquables. Parfois, le désespoir l'envahit complètement. Durant une période particulièrement sombre, peut-être 2 semaines après le début de son calvaire, il trouve un morceau de corde laissé par les champignonniers. Avec un soin méthodique, il la façonne en ne coulant au cas où les choses deviendraient insupportables. Étrangement, Jean-Luc vit aussi des moments inattendus de calme profond. Alors que son esprit s'adapte à la désorientation absolue, il glisse parfois dans des états méditatifs, permettant à ses pensées de s'adoucir et de se défaire. Au lieu de lutter contre l'obscurité et la confusion, il s'y abandonne. Dans ces moments, il flotte à travers les tunnels dans un détachement paisible, chantant doucement, sa voix résonnant dans les chambres vides. À la 4e semaine, le corps de Jean-Luc a subi des changements dramatiques. Sa stature autrefois robuste s'est flétrie jusqu'à devenir squelettique, son corps de 75 kilos perdant près d'un tiers de son poids. Ses ongles ont poussé et se sont cassés à force de gratter constamment les parois de pierre. Une barbe a poussé sur son visage, atteignant plusieurs centimètres de longueur. Ses pieds nus se sont durcis en coussinets calleux, adaptés au sol rugueux des tunnels. Le 23 janvier 2005, exactement 36 jours après que Jean-Luc soit entré dans les tunnels, 3 adolescents du village décident d'explorer l'ancienne champignonnière. À quelques mètres seulement du couloir d'entrée, ils découvrent la Land Rover, sa portière conducteur toujours ouverte exactement comme Jean-Luc l'avait laissée plus d'1 mois auparavant. Alarmés par cette découverte étrange, les garçons contactent immédiatement la police. Les autorités dépêchent une équipe de recherche qui pénètre dans le labyrinthe avec des lumières puissantes et un équipement approprié. Après 90 minutes de recherche méthodique, dans une chambre à seulement 180 mètres de l'entrée, ils trouvent Jean-Luc Joséat. Il est pâle comme un fantôme par l'absence de soleil, émacié au point d'être squelettique, et a fait pousser une barbe longue et sauvage. Mais remarquablement, il est vivant. L'équipe extrait soigneusement Jean-Luc des tunnels et le conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche. Les médecins sont stupéfaits par son état. Malgré une déshydratation sévère et la malnutrition, il n'a aucune blessure mettant sa vie en danger. La remarquable capacité d'adaptation du corps humain lui avait permis de survivre avec une subsistance minimale dans un environnement qui aurait dû être fatal en quelques jours. Cette histoire démontre quelque chose de fascinant sur le cerveau humain. Quand il est privé de sa capacité à naviguer et dépourvu d'entrée sensorielle, il répond de manières inattendues. Les oscillations de Jean-Luc entre un désespoir assez profond pour contempler le suicide et un calme méditatif assez profond pour trouver la paix dans l'obscurité absolue soulignent la plasticité remarquable du cerveau. Mais cette première histoire n'est qu'un prélude à ce qui va suivre. Notre deuxième récit montre comment une situation peut passer de rien à un combat de vie ou de mort en quelques secondes seulement.